Dominique, elle se ressemble encore. Oui. Mais ce qui est drôle de retrouver les gens, c'est que tout le langage corporel, le rire, la voix, ça n'a pas changé. C'est sûr qu'on a vieilli, là, mais c'est la même personne. C'est la même personne. Ben, c'est ça, déjà, le fait que j'arrive à la FECHIM, c'était un hasard incroyable. Ben oui, comment? Je me demandais comment. C'était un Qui t'avait hasard choisi? incroyable. Qui t'avait trouvé? C'était ma mère. Parce que moi, je revenais du Mozambique. J'avais travaillé avec les coops là-bas, puis j'étais en train de rédiger mon mémoire de maîtrise. Puis j'avais de la misère, je tournais un peu en rond, puis elle regardait le journal pour essayer de voir qu'est-ce que sa fille pourrait bien faire, sa fille désœuvrée, etc. Puis à un moment donné, elle me découpe l'annonce de la FECHIM, puis elle m'invite à souper, puis elle me met ça dans l'assiette. Tiens, ça, c'est pour toi. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce Moi, que je personne ne regardais te pas le connaissait dans le réseau des pas coops. du tout. Qui m'ont passé en entrevue. Puis, vraiment un hasard. Mais quand j'ai lu l'annonce, j'ai dit, c'est sûr que c'est pour moi, ça. Je m'étais préparée pour l'entrevue. Pourquoi J'étais toute c'était pour vous? jeune. Pourquoi vous disiez que c'était pour vous? Ben, les coops, j'arrivais du réseau coop au Mozambique, puis de la gestion. Bon, j'ai une formation en architecture, mais c'était clair depuis que je travaillais. En fait, j'étais partie aussi en Guinée-Bissau 2 ans faire de la construction scolaire. Fait qu'il y avait un volet construction, habitation et tout qui m'attirait. Puis, mais c'était la prise en charge des gens dans leur milieu et tout ça, ça m'attirait beaucoup. Mais dans un rôle où j'étais à l'aise là, de monter ça. Puis, écoute, je suis arrivée, je pense qu'on était 3 ou 4. On était 3 ou 4. Il y avait Michel Baudet, France Molloy, qui était la secrétaire, Michel Baudet, qui était responsable, qui donnait des conseils en gestion, puis l'anglophone, Soumored. non, est arrivé après. Est arrivé après. Jean Waniga. Jean. Et là, c'est le CDLC qui avait permis mon embauche en allant chercher une subvention du gouvernement du Québec pour monter le service de gestion. Et c'est là que j'ai pu engager Sue et Marthe. Moi, à ce moment-là, j'avais passé par le GRTHM, qui était un groupe de ressources techniques. Et puis, j'étais rendue à Atelier Habitation, parce qu'Atelier Habitation m'avait demandé de monter tout le service de formation, parce qu'il n'y avait pas de service de formation. Ça fait que j'avais travaillé à Atelier Habitation 2 ans. Et puis là, la CQCH avait eu une subvention pour développer du matériel pédagogique. Et la CQCH m'avait demandé de travailler avec différentes personnes, des formateurs, des formatrices dans les régions pour monter un système. Tout monté. On avait tout monté ça. Et là, je suis arrivée comme contractuelle. Je travaillais dans les locaux de la FECHIM, je pense, pour faire ça. Et c'est là que tu m'avais demandé de commencer à travailler, pas pour la formation, parce que Soumored était déjà là, mais pour le service de gestion. Alors, je suis rentrée au service de gestion dans ces années-là. On était en 86, je pense. C'est ça. Mais tout était déjà structuré. Moi, c'est ça que je disais à Richard. J'ai dit, la tête penseuse qui a tout structuré ça. J'ai dit, c'est Dominique. Il faut qu'on parle avec Dominique. C'est ça. Tout est à faire. Tout est à faire. Moi, dans le fond, c'est que j'ai pu... Puis vraiment, c'est James McGregor puis Marie-France Cloutier qui avaient monté ce programme-là avec un gros financement. Sinon, moi, j'arrivais, il y avait, si je me souviens bien... Quand tu parles du programme, là, tu parles du service de gestion? Service d'aide à la gestion, qui était d'abord tout monté pour avoir 5 ans pour finir par s'autofinancer. Au départ, c'était largement subventionné pour qu'on puisse installer les services puis pas facturer des prix de fou aux coops. Puis après ça, tranquillement, les coops devaient payer les services offerts. Puis, avec le temps, le taux de facturation permettait de garder les employés vraiment sans subvention. Mais quand je suis arrivée, il y avait, je pense, 35 coops. Oh, il n'y en avait pas gros. Beaucoup de bénévolat. À peu près pas de service. C'était une association vraiment plus de représentation extérieure, avec beaucoup de monde très engagé au CA. Des GRT très, très actifs.
certains revendiquaient tout le rôle de soutien. Hein? Puis là, moi, je suis arrivée là-dedans, je dis, bon, OK, le rôle de soutien, une fois que les coops sont formés, c'est nous autres. Il faut que j'aille chercher les gens des GRT pour qu'ils nous soutiennent là-dedans, pas qu'on se fasse la guerre. Puis ça a été un des gros défis. Puis en allant chercher Marc Sou, etc., qui avait tout monté tout le travail de formation, on dit, bon, mais là, on a l'expertise, là, on est équipé pour donner des bons services. Mais on est allé chercher des membres avec ça. Fait que là, ça a fait boule de neige. Là, parce qu'on avait les services, il y avait plus de membres, puis plus de membres ont plus de personnel. Puis on est parti, je pense, on était 4 quand je suis partie, on était 12-13. Quand toi, t'es arrivé? Oui, on était une bonne dizaine, certains. Une bonne dizaine, certains. Puis on avait eu des projets d'emploi aussi entre-temps. D'ailleurs, le temps que je faisais le kit pour la CQCH, là, il y avait eu du personnel supplémentaire qui avait été engagé pour taper tout ça parce qu'on n'avait pas d'ordi. Dominique, au début, on n'avait pas d'ordi. Écoute, quand je parle de France, moi, là, écoute, qu'elle tapait tout sur sa dactylo. Qui tapait sur une dactylo hyper performante à une vitesse époustouflante. Mais c'est qu'il fallait qu'elle recommence des fois des documents parce que des trucs changeaient trop. Puis là, je la revois encore avec son truc de blanc. Puis là, tout à coup, bon, le blanc, ça va faire. Je recommence. Écoute, pas d'outils. On a introduit des ordinateurs. Moi, j'en ris encore quand je repense. Il y avait un autre, Michel, qui était bénévole, qui m'a aidé à monter le plan d'assurance. OK? Ça, là, ça a été majeur. On avait 3 bénévoles, une dame d'une coop, la coop de Sous-Moorhead, sur l'avenue du Parc, qui était une spécialiste des assurances, un membre du CA, qui dit « Je vais t'aider », puis à 3, on a bâti le plan d'assurance, avec un ordinateur, vraiment, je pense que c'était un Mac. En tout cas, je me rappelle, non, c'était pas un Mac, c'était un IBM, mais je me rappelle d'avoir fait une macro. C'est tordant, je veux dire. Michel puis moi, là, on avait quasiment une bouteille de champagne. Il était 11 h le soir quand on a fini, puis on a fait « go ». Puis là, ça s'est imprimé pendant 8 heures de temps pour 150 coops, tout leur relevé d'assurance qui était dû le lendemain matin. C'est malade comme on a travaillé. Ah oui, ça, là, le programme d'assurance demeure un élément central pour les coopératives. Oui, ça toujours. l'était donc, c'était déterminant. Début. C'était déterminant au début. Puis on a eu Dale Parizeau comme premier qui a gagné l'appel d'offres fait par cette dame-là de la coop de l'avenue du Parc à des prix qui étaient vraiment concurrentiels. Puis là, ben l'enjeu, c'était que c'était un plan de groupe. C'était pas eux qui faisaient l'administration, mais on était 4, 5. On a tout inventé. Quand je repense à ça, là, ça n'existait pas, des logiciels à l'époque. On faisait des affaires à mitaine, des macros. C'était la gestion collective. Oui, c'est de la puis les membres du coordination. CA étaient très, très impliqués. Puis, bon, ça a été une de mes fonctions. Ça a été de bien clarifier le rôle puis d'évoluer vers un CA plus dans le politique puis les grandes orientations, puis moins dans le quotidien, puis de faire les choses. C'est que c'est un CA qui avait monté la FICHIM presque 100 employés, là. Alors, il y avait beaucoup de mérite, d'expérience, puis il savait faire les choses. Il écrivait les mémoires, il écrivait les politiques, les plans d'action, puis moi, il fallait que je ramasse tout ça pour en faire un tout cohérent. Puis des fois, ça se chicanait. Parce que tu avais des têtes fortes, là. Marcel Sévigny. Et puis Jean-Guy. Oui. Ça fait pas du cadre, tu dis. Ça, c'est... Et ça m'intéresse. Marcel Sévigny et Jean-Guy, Oui. Ah oui. on débattait de quoi? Ben, de la place de la fédération, hein? De son rôle, c'est où? Est-ce que les services allaient à la être le fédération? moteur? Qu'est-ce qui appartient à la fédération ou au GRT ou aux membres? Qu'est-ce qui allait être le moteur? Le débat entre les services versus la représentation politique. Chacun avait des points de vue fascinants, importants, mais c'était OK, on peut pas continuer à débattre là-dessus. On peut-tu faire les deux? Il fallait asseoir ça quelque part, L'asseoir. sur une base commune, Oui. puis elle n'était pas évidente. Elle n'était pas C'était évidente. fragile. C'est ça. Mais disons que, bon, moi, à un moment donné, j'ai fait un plan avec les 3 volets en disant
dans le quotidien, là, des fois, c'est un volet qui prend le dessus, des fois, c'est l'autre. Ça finit par être un peu l'espèce d'armistice nécessaire pour avancer. Mais on avait Chacun a une pris des base rôles, ouais. militante aussi, Très, hein? très. C'était une base militante. Dans ce temps-là, les militants, les personnes qui étaient au conseil d'administration des coops et les personnes qui étaient intéressées à ce que la fédération existe, se développe, donne des services, puis prenne position, puis fasse quelque chose, soit vraiment sur la place publique, c'était des militants. C'est ça. Et là, quand tu rentres dans un bassin de militants, c'est sûr que c'est du monde qui ont des idées. Puis c'est sûr que c'est du monde qui met sur la table les idées C'est puis qui les ça. débattent. Oui, puis qui débattent avec Fougue, fougue, engagement, ferveur. ferveur. Et ça se débattait en Assemblée générale aussi. Et il y avait quand on parlait des élections au conseil d'administration, c'est sûrement encore comme ça, c'était des positions que les gens défendaient, puis l'Assemblée était très dynamique, vivante. On se prenait des animateurs professionnels pour faire ça, pour que, tu sais, bon, c'est là que je jouais le rôle beaucoup plus de secrétaire de réunion, là, si on veut, mais non, c'était le fun, les assemblées. Ouais, Il y avait du monde. ouais. Par rapport au nombre de coops qu'on avait, il y avait quand même pas mal de monde, là. Oui. 100-150 personnes Ouais. avec une toute petite fédération. Moi, j'étais ravie que Marthe accepte de venir travailler à la FECHIM pour amener toute l'expertise sur la formation puis le soutien aux membres des coops. Et essentiellement, monter tout ça comme un service avec Sue Morehead. Avec Sue, parce que c'était Sue qui était la responsable du service de formation. Puis toi, de service de gestion, d'aide à la gestion. Est-ce que j'ai Oui, été c'était- responsable du service? Je me rappelle pas d'avoir été jamais responsable du service. J'étais très là Ouais, parce que t'étais très moi, je suis une fille de base. Hein? Ça fait que j'ai toujours travaillé avec les groupes, puis à l'écoute du monde. Puis je pense que ça a toujours été ça ma force, là, d'être capable de ramasser qu'est-ce qu'il est en ça. train de dire, là, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est Fait ça. que, Puis c'était et vraiment ça, ça, hein. ta contribution. Alors qu'avant l'arrivée de Marthe, le service, c'était vraiment très comptable. Hein, on n'avait Ah pas le oui, volet. oui, Avec oui, Michel oui, Baudette et oui. Jean, on faisait de la tenue de livre pour les coops. On faisait les affaires, eux autres faisaient les affaires plus techniques. Alors qu'avec l'arrivée de Marthe, justement, grâce à l'écoute puis à l'expérience de soutien au groupe, on est rentré dans les zones beaucoup plus complexes là, de résolution de conflits. Parce que quand on dit service d'aide à la gestion, on parle de gestion collective, comment on travaille ensemble finalement. C'est clair que les coopératives qui commençaient à prendre un petit peu d'expérience, il y avait toutes sortes de situations qui se produisaient, qui faisaient en sorte que la gestion devait être plus organisée. Oui. Et là, il y avait besoin de soutien pour organiser tout ça. Et Sue Morehead était allée chercher, parce qu'elle était anglophone d'origine, elle connaissait déjà la Fédération de l'habitation coopérative du Canada Oui. et était allée chercher, je me rappelle, tout ce que la Fédération avait produit comme matériel Oui. de soutien et de formation pour les coopératives. Mais tout ça était en anglais. Et là, on s'était mis ensemble parce que les GRT, on travaillait avec les GRT, Pas mal ensemble. les services de formation des GRT. Puis on travaillait ensemble, puis on disait, on va aller chercher l'essentiel, on va faire des documents en français, puis on va commencer à donner de la formation. Puis là, je me rappelle de nos premières séances de formation, Sue Morehead et moi. On était tellement nerveuses, là, on faisait, on va-tu dire les bonnes affaires? Ça va-tu être bien reçu? Ça? Parce que là, on faisait un petit peu des choses dans les coopératives comme telles, mais là, rejoindre des gens de plusieurs coopératives en même temps, des fois, on avait 30, 40 personnes C'est très pour populaire. des soirées de formation. Et puis les fins de semaine complètes. Moi, je me Puis rappelle. les acétates, Les tout acé- le vieux. Je me rappelle Les d'être partie de vieilles chez méthodes. nous en autobus au coin de Désiry et Ontario avec le flip-chart. Mais oui, t'avais du Une caisse, un gros paquet de documents en dessous du bras, m'en aller sur la rue Saint-Urbain faire une formation un samedi matin.
Il y avait beaucoup de militantisme, je trouve, dans les premières coopératives. En tout cas, moi, au GRTHM, là, quand je travaillais dans ce groupe de ressources techniques-là, les coops d'Hochelaga-Maisonneuve, avec qui on avait des liens. Là, les GRT ensemble, on fêtait, là, nous autres, là, parce qu'il n'y avait pas de compétition à ce moment-là. On avait des méchants partis, toute la gang ensemble. Puis on se voyait, on se côtoyait, on se parlait de nos coops. Les coops qu'on avait développés aussi au GRTHM, les gens c'était vraiment choisi. Là. Les gens se choisissaient entre eux pour fonder une association coopérative pour contrôler leur logement, contrôler l'entretien, les réparations, les coûts. C'était vraiment ça l'objectif. C'était dans cette perspective-là qu'on approchait les coopératives aussi. Former une association pour pouvoir contrôler leur logement, leur habitation. Alors, il y avait une base militante là, qui était très intéressante. Et c'est cette base militante-là qui se retrouvait aux assemblées générales. Alors, quand Dominique dit les assemblées générales étaient très animées, les gens avaient des débats, ça discutait. C'est parce que c'était ces gens-là qui étaient là. Mais c'est sûr que même quand on a travaillé au début de la FICHIM, c'était les membres impliqués, il y en avait 35, je pense, sur 200 coops, là. Alors, les autres qui n'étaient pas impliqués avaient peut-être pas la même, j'allais dire la drive, là, je cherche le mot en français, la même motivation. C'était plus des projets comme on trouve aujourd'hui, les logements abordables. Je veux d'abord régler mon problème. Oui, on choisit les membres, mais on choisit ceux qui n'ont vraiment pas les moyens. C'était plus économique que la solution là, de logement abordable. Puis je sais que c'est là que la FICHIM avait beaucoup recevait beaucoup de demandes de soutien, de services, parce qu'il manquait cette espèce pas de foi, mais l'autre motivation à passer par-dessus le petit conflit de voisinage pour aller au-delà, puis dire, oui, mais on a une mission plus large que ça, là, qui manquait dans certaines coops. Alors, c'était pas toujours, tu sais, dans le bon vieux temps, tout le monde était motivé, impliqué. Non. Il y en avait certains qui l'étaient énormément. Puis il y avait certains GRT qui développaient et qui amenaient cette dynamique-là de la façon que c'était développé. Puis il y en a d'autres où... C'était plus. Mais quand moi, je dirais qu'il y a eu un gros impact quand la Société d'habitation du Québec a décidé que les groupes de ressources techniques seraient payés à la production. Reconnu comme développeur. Oui, comme développeur officiel. Et là, il y aurait des primes à la production. Et là, il y a une espèce de compétition qui s'est installée. On a moins travaillé ensemble, on s'est moins échangé d'informations. Ça a eu un impact sur les coopératives. Et là, parce que tu choisissais moins. Oui. Tu choisissais moins. Tu allais au projet. Puis là, la SHQ disait, les prochaines années, c'est de la rénovation qu'il faut faire. C'est de l'achat-rénovation qu'il faut faire. Fait que là, quand tu arrivais dans l'achat-rénovation, tu choisissais pas le monde. Tu choisissais les immeubles qui rentraient dans le programme. Et là, on a comme... Ça nécessitait beaucoup plus de travail. Et je dirais ça a été pas mal laissé de côté, toute la dimension association de personnes qui croient en quelque chose et qui veulent avoir un impact. Bien, il y a des réussites, je pense, qu'on ne peut pas cacher. Bon, Milton Park, c'était quand même une bataille de quartier pour que ces logements-là appartiennent au monde, sous la formule coopérative ou l'OBNL, et on a sauvé ce quartier-là. Et je regarde juste notre coopérative, nous autres, la coop de Parisis, dans l'îlot Saint-Timothée, Saint-André.
le terrain vague qu'il y avait là, il y avait d'autres vocations. La ville avait d'autres vocations pour ce terrain vague-là. Et trois coopératives se mettent ensemble et qu'on l'arrache, ce bout de terrain-là, pour pouvoir construire des logements. Puis nous autres, c'était un agrandissement pour notre coopérative. Les autres, c'était des coops nouvelles. Je trouve ça, c'est une réussite. C'est pas une grosse réussite, mais c'est une réussite. Je regarde tout l'ensemble Cloverdale à Pierrefonds. Oui, c'est énorme. Hey, ça, là, c'est énorme. Même, Ça aussi, ça a été une grosse bataille. ça a été une bataille de 25 ans du groupe CDH pour que ça finisse en coopérative, qu'on puisse avoir de l'argent là-dessus pour rénover les logements, faire en sorte que ce soit géré par la coopérative. Puis, ainsi que la ville de Pierrefonds, moi, je me rappelle, il y a quelques années, là, avant que je quitte le mouvement, la ville de Pierrefonds, quand il y avait des visiteurs qui venaient visiter Pierrefonds, ils les emmenaient voir le projet Cloverdale. Vous voyez, ça, c'est une immense coopérative. Nous autres, on a ça ici à Pierrefonds. Hey, c'était toute une réussite de pouvoir récupérer. Il y avait 750 unités de logement à l'origine. Et la coopérative en a fait construire d'autres dans certains îlots pour des personnes âgées autonomes ou semi-autonomes, pour des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Ils ont réussi à implanter sur le terrain d'autres projets pour faciliter la vie à des groupes qui étaient en difficulté. Donc, vous diriez qu'il y a une série de petites réussites qui font... Oui, moi, j'irais plus loin. C'est qu'aujourd'hui, j'ai le privilège de voir les trois sortes de façons de développer le logement abordable. Là. Je suis à l'Office d'habitation de Sherbrooke. J'ai vu l'influence du réseau coopératif à Sherbrooke, qui est encore il doit être énorme, très dynamique, qui est énorme et qui a eu un impact sur tout le marché locatif aussi à Sherbrooke. Puis le réseau des organismes sans but lucratif qui développe également grâce à différents programmes. Et il y a une place pour les trois, mais c'est sûr qu'on garde quand même cette vision peut-être un peu idéaliste que c'est dans le milieu coopératif qu'il y a le plus d'implication, qui naît au départ justement de la volonté de groupe de développer, de faire quelque chose ensemble avec mettre leur propre couleur. D'avoir jeté des bases pour quelque chose qui devait naître et fonctionner et d'avoir eu d'apporter ma contribution à ce moment critique-là. Puis je suis bien fière de comment Marthe me décrit comme étant le cerveau de l'affaire. Mais c'est d'articuler une vision des membres du CA puis de certains GRT autour qui voulaient que la Fédé devienne forte. Puis moi, d'être l'espèce de maître d'œuvre de ça, j'en suis très, très fière. Puis d'être partie quelques années plus tard, puis ça avait vraiment pris son envol, je suis très fière de ça. Ouais. Vous, Marthe, êtes-vous fière de vos réalisations? Oui, moi, je pense que j'ai fait ma marque à la Fédération. Je dirais, au niveau de l'approche des groupes. En tout cas, j'espère avoir laissé ma trace dans ce sens-là, parce que c'est un petit peu ça toute ma vie, moi, toute ma vie. Puis les autres groupes dans lesquels j'ai travaillé, qui n'étaient pas des groupes coopératifs, c'était aussi ça. Je me dis, il faut travailler avec le monde à partir de qu'est-ce qu'ils ont vécu puis où est-ce qu'ils sont rendus. Et il n'y a pas d'autre façon de faire pour pouvoir avancer. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, moi, c'est l'espèce on ne veut pas se rendre compte, au niveau de ceux qui subventionnent, on ne veut pas se rendre compte de ce que ça implique que de former des personnes à gérer des entreprises économiques, parce que les associations coopératives, c'est aussi des entreprises économiques. Et parce que j'étais aussi dans les GRT en même temps, de dire, bien là, votre budget de formation, il est bien trop élevé, vous allez couper ça. Oui, mais la résolution de conflits ou ben non, former des gens
entretenir un immeuble avec plein d'installations technologiques qu'ils n'ont jamais eues dans leur propre logement, puis ils ne savent pas comment ça marche. Puis là, avec plein de panneaux de toutes sortes d'affaires qu'il ne faut pas qu'ils touchent à tel piton puis tel autre piton. Et établir des programmes d'entretien, tu sais, c'était comme, je dirais, un cul-de-sac. C'est ça, c'était pas reconnu, c'était comme un cul-de-sac. On disait couper, 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 couper d'informations. Ben bon. Jean-Guy, il voulait un grand institut, mettre en place un grand institut coopératif pour former le monde à ce que c'est une coopérative, une association, pour redonner la vigueur coopérative, les valeurs coopératives. Il dit, une fois que les gens ont ça, là, après ça, là, la gestion, ça va rentrer. Ça va rentrer. Ils vont être capables, puis le mouvement a tout ce qu'il faut pour développer ça. Oui. Mais il faut tout secteur coopératif confondu. Il faut qu'il y ait un retour aux valeurs. Puis lui disait, moi, j'aimerais ça mettre sur pied un grand institut. Mm-hmm. Sur le rôle de la fédération, il voyait, lui, comment? Ah, un développeur. Ouais. Pour lui, la fédération, ça a toujours été un développeur et ça devait être un développeur. Il fallait que la fédération ait le leadership dans le développement des coopératives. Un leadership qui ne veut pas dire qu'on élimine les autres. Un leadership qui veut dire qu'on travaille avec les autres, mais la fédération est le leader. Parce qu'on doit, par nos propres moyens, on a eu de l'aide pour partir, on doit, par nos propres moyens, être capable de se développer comme un enfant se développe.